Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes et le drame. Comme une étoile, j'ai disparu depuis longtemps, mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai pris les petits sentiers, quitté le chantier, haute scène, obscène, africain comme un entier. Le cœur va trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Je vais me consoler chez Versace. Je suis dans mon rugby, ouais. Et oui, Booba, l'un des plus grands rappeurs français de tous les temps, André Berkoff, eh bien, il sera notre invité. C'est une exclusivité sur Sud Radio. Dans un instant, on le reçoit dans la culture dans tous ses états, André. Oui, et vous savez, le sociologue Pierre Bourdieu a dit que la dialectique était un sport de combat. En fait, le rap aussi, c'est un sport de combat. Les mots sont un sport de combat, le slam est un sport de combat, tout ça. Et rap, eh bien, Booba, c'est 28 ans de carrière. 25 en solo, 10 albums, des disques d'or, de platine. Et vraiment, c'est étonnant. 3 millions de disques vendus. Et puis, moi, ce que j'adore, je disais avec Céline, dans le bitume avec une plume, c'est franchement les phrases. Les phrases, c'est ça qu'est-ce qui fait le style. C'est dans le béton qu'on pousse, c'est à Fleury qu'on fane. Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Chez nous, même les culs de jatte donnent des coups de genoux. Je viens d'acheter en enfer un petit coin de paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un poète, on a un poète. Et un poète, ça ne se triture pas, ça ne se définit pas, ça ne se décortique pas, ça s'émotionne, ça se lit et ça se chante. Et oui, Booba, André Berkoff, un vrai poète que certains ont comparé à Rimbaud, à Verlaine, à Artaud, à Céline. Quelle plume, effectivement, Élie, vous avez. En tout cas, il vient de remporter une sacrée victoire, André, contre ceux qu'il appelle les influvoleurs. Oui, l'histoire des influenceurs, on en parle parce que le 1er juin, c'est intéressant, une loi a été votée par le Parlement français à l'unanimité pour réglementer les activités des influenceurs. Vous savez, ceux qui vous disent, voilà, je suis allé, et puis il y a un rimel qui fout le camp, et puis mon eyeliner, et puis ceci, et puis cela, et puis en fait, c'est de la publicité déguisée. Et effectivement, ils sont 150 000 en France. Il s'agit de protéger les consommateurs. Et celui qui a été à l'origine de cela, au début, etc., eh bien, c'est Booba. Premier pays européen, la France, a proposé un cadre complet de régulation du secteur. Ça veut dire que on peut être poète, on peut être combattant. D'ailleurs, on doit être poète et combattant. Tous ceux qui ont fait, si vous voulez, le pouvoir des mots, qui ont mis le bonnet rouge sur le dictionnaire, eh ben, ils sont poètes et combattants et guerriers. Et oui, on reviendra aussi sur sa carrière, André Berkoff, qui est incroyable. Alors restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. J'arrive en ville, bré, repars en V. Si t'aimes les représailles, tire en l'air ou dans mes Nikers. Je me lave à 15h, me couche à 6 du mat. Des petits mots, ouais, c'est la patate, ouais. Au mic, c'est platoon et ça retourne. Car j'ai appris quand y'avait pas de thune. Alors que tourne la roue, nos rues des fours. Laisse-moi où les maniaques, ce matin, c'est ma liasse. Un bon QI, du courage, un peu de vie. C'est le plaisir d'être notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. Alors bonjour à vous, Booba. Vous êtes en direct de Miami sur Sud Radio. Bonjour, alors vous régnez sur le rap français depuis 28 ans, vous êtes effectivement le roi des clashs, mais surtout celui de la punchline, et quand vous envoyez une pierre dans notre jardin, eh bien on peut être sûr que c'est une grenade. Alors selon vous, le rap, effectivement, André l'a dit tout à l'heure, c'est un sport de combat. Je suis venu en paix pour faire la guerre aux bâtards, j'ai fait la guerre pour habiter rue de la Paix, dites-vous. Eh bien il y a plus d'un an, donc c'est contre les influenceurs que vous êtes parti en croisade, et votre combat a payé. On va en parler dans un instant avec André Berkoff sur Sud Radio. Mais avant, pour nos auditeurs, rappelons quelle a été la genèse de ce conflit. Quel a été l'élément déclencheur, Booba? Racontez-nous. En fait, c'est plus les influenceurs qui sont partis en guerre contre moi, à la base. À la base, ça part d'une altercation avec Marc Blatta, qui faisait dans le copy trading, etc. Donc, on a un petit clash. Et suite à ce clash, vu que j'ai une forte communauté,
En fait, c'est les gens qui m'ont, pour m'aider dans mon clash, qui m'ont partagé des informations sur leurs dérives, etc., sur ce qu'ils faisaient. Parce que moi, j'avais aucune idée de qui ils étaient. Magali Berda, je ne connaissais pas. Maëva Guénam, je ne connaissais pas. Les Marseillais, je ne regarde pas. Donc, j'avais aucune idée de tout ce monde-là. Et donc, petit à petit, on m'envoyait des informations. Même Marc Blatta me parlait de Magali Berda, qui a le bras long, qui fait sauter les comptes Instagram, les réseaux des gens. Et vu que suite à mon clash avec lui, elle allait me faire sauter des comptes, ce qu'elle a fait d'ailleurs, Instagram, je me suis dit qu'avant de sauter, j'allais mettre un peu de lumière sur ses activités, vu que les internautes m'envoyaient toutes sortes de contenus les concernant. Et c'est comme ça que ça a commencé et que j'ai ouvert les yeux et que j'ai connu le dropshipping, le copy trading, la chirurgie esthétique douteuse, etc., etc. Et que je me suis rendu compte que c'était vraiment des démons et que c'était le fond de la casserole. Il n'y avait pas plus menteur, des gens sans talent, des gens insignifiants pour moi. Pour moi, c'était un fléau. Donc, vu qu'ils sont partis en guerre contre moi, je me suis retrouvé à faire la guerre contre toute leur secte, toute leur équipe, Shona Evans, etc. Et ensuite, on remonte, on trouve du Cyril Hanouna, du Banijé. Et en fait, c'est tout un système pyramidal infernal qui était en place. Alors, justement, Bouba, pour nos éditeurs, je voudrais que, parce que, effectivement, moi, je savais même pas ce que c'était, j'avoue, les influenceurs. Et c'est quoi, vous citez des gens. En fait, c'est quoi leur technique? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils essaient de vendre quoi? C'est quoi leur truc? C'est quoi la mécanique? Ils vendent, s'ils pouvaient vendre des merdes de chiens, ils le feraient. Ils vendent tout et n'importe quoi. C'est des voleurs. Ils proposent des produits surtaxés que les gens ne reçoivent même pas. Ils montent des sites internet pour vendre des produits douteux. Ensuite, quand ils ont ramassé assez d'argent, ils ferment les comptes. Ah oui, carrément. Maintenance, etc. Donc, c'est des escrocs. Ouais. Et vous avez aussi dénoncé surtout beaucoup d'arnaques aux comptes professionnels de formation. Ouais, ça aussi. Ouais. La Magali Berda, par exemple. Ouais. Elle a été condamnée à maintes et maintes reprises. Là, elle est interdite de manager des sociétés, ou je ne sais pas comment on dit. Elle en manage plein. Elle a été condamnée en 2019 pour avoir escroqué une personne âgée de 96 ans atteinte d'Alzheimer pour plus de 200 000 euros avec sa mère. Elle est toujours reçue sur les plateaux télé. Je ne sais pas, moi je trouve ça incroyable. Elle vous a, elle a porté plainte contre vous pour cyberharcèlement. Vous réfutez toutes ces accusations. Et vous avez saisi, votre avocat a saisi l'ARCOM, c'est ça? Bien sûr. Ces accusations, de toute façon, c'est une menteuse née. Elle me reproche de l'avoir menacée de mort ou d'avoir demandé à ma meute, comme elle dit, de l'avoir menacée de mort. Sauf qu'il n'y a aucun tweet où je la menace de mort. Ce tweet n'existe pas. Alors justement, elle a accordé une interview exclusive aux médias factuels récemment, parce que vous avez porté plainte effectivement contre elle pour diffamation publique et elle a été mise en examen. Écoutons-la. Bouba a déposé plainte contre moi l'année dernière en diffamation pour me faire taire, parce que j'avais posté sur mes réseaux sociaux un appel à l'aide. J'étais désespérée, j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout et je recevais menaces de mort sur menaces de mort où il racontait que j'étais le Mossad, donc les services secrets israéliens, que j'avais envoyé une équipe du Mossad pour le tuer chez lui. Donc ça m'a déclenché des tonnes de messages antisémites. J'ai reçu des menaces de décapitation, des appels au viol. Voilà, dans l'année, on a cassé 3 fois mon bureau, on a cassé ma voiture en bas dans mon parking. Bref, c'est invivable. J'ai fait un jour une story en disant « Je t'en supplie, arrête de tweeter. Tu me mets en danger de mort, mes enfants et moi. Reviens à la raison, arrête de tweeter. » J'ai dit une phrase un peu dans ce style-là, je t'en supplie, arrête. Il faut avoir du bon sens, tu es papa, tu as des enfants, tu sais ce que c'est. Il m'a attaqué en diffamation pour ça. Donc j'ai reçu un courrier là, il y a 1 mois avec un avis de mise en examen en matière de diffamation publique. J'ai pas compris et j'ai failli tomber par terre. Je me suis dit non mais c'est le monde à l'envers. C'est lui qui parle de moi toute la journée, il me massacre tous les jours et c'est moi qui suis mise en examen.
mais c'est quoi cette blague? Tout ce qu'il a raconté tous les jours comme bêtises, tout ce qu'il a inventé, tout ce qu'il a manipulé, tout ça, les conséquences de tout ça sont dramatiques aujourd'hui pour moi, sont difficiles à accepter. C'est très dur. Mais je pense que si je suis encore là aujourd'hui, si j'ai réussi déjà à passer cette année qui a été chaotique et vraiment très dure, c'est que je dois continuer et que je dois me battre et que je dois aller jusqu'au bout. Jusqu'à tout ce que je peux faire, je le ferai. Qu'avez-vous à lui répondre, Bouba? On peut noter qu'elle a ce discours de victimisation depuis au moins 2007. On a maintes et maintes vidéos où elle utilise la même technique et qu'elle se plaint qu'elle reçoit des menaces de mort bien avant notre clash. De toute façon, menteuse née, on l'a prouvé maintes et maintes fois. Ah oui. Mais Bouba, moi je voudrais savoir, vous avez dit au début, effectivement, vous n'étiez pas du tout dans ce monde-là, etc. Mais je voudrais savoir pourquoi ils vous ont attaqué. Pourquoi ils vous ont attaqué? Pourquoi à un moment donné, parce que vous l'avez dit de vous-même, il y a mes followers, ou enfin les gens, ma communauté, m'a dit... Ouais. Ah, c'est pour un truc tout bête, c'est qu'on m'a prêté une montre en me faisant croire que c'était un ami qui me l'a prêté. Il connaissait quelqu'un de chez Richard Mille qui lui avait prêté une montre, qui était 1 million 500 000 euros, et il m'a proposé de me la prêter pour un shoot pour 2 jours. Je fais pas ça d'habitude, mais j'ai dit bon, pourquoi pas. Du coup, je me suis trouvé à porter une fausse montre. Du coup, lui, Marc Blatta, comme c'est un gars qui clash tout le monde, c'est son truc. Donc, il a décidé de me clasher sur cette histoire de fausse montre, ce que j'ai pas apprécié, évidemment. Quand j'ai commencé à répondre, c'est là que les internautes ont vu que ils sont pris part au combat. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça a fait tout ce qui a fait, etc. Et oui, ça a été, effectivement, ça a envenimé la guerre. Ça n'avait rien à voir avec leurs escroqueries. Oui, bien sûr. Alors, suite à la plainte que Magali Berda a déposée contre vous, vous avez été effectivement censuré sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Savez-vous quelle en est la raison officielle aujourd'hui? J'ai gagné un procès pour 2 comptes. Il y a la femme de Gims, Demdem, qui a fait sauter un de mes comptes Instagram, et Magali Berda qui en a fait sauter un autre, frauduleusement, via des contacts qu'ils ont au tribunal de Marseille. On a porté plainte, on a gagné le procès. Donc le tribunal a reconnu que nos pages avaient été résiliées. Faussement, illégalement, ouais. Mais on ne nous a pas rendu les pages, les comptes Instagram. On ne nous a rien rendu. Mais en tout cas, Bouba, vous avez gagné, puisque le 1er juin dernier, la loi qui encadre le secteur a été votée à l'unanimité par le Parlement français. Est-ce qu'à votre avis, ce sera fait ou ce sera encore... Est-ce que vous espérez que... Enfin, tout le monde espère, mais que ce soit fait, ou c'est encore des paroles, à votre avis? Tant que personne n'est puni, ça vaut rien pour moi. Si la loi n'est pas appliquée, ils ont escroqué maintes et maintes personnes, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Ils ont gagné de l'argent à rien foutre, à voler les gens, sans talent, ils ne proposent rien. C'est la décadence totale. Ouais. Et oui, justement, à ce propos, vous avez interpellé Bruno Le Maire sur Twitter à plusieurs reprises. Vous lui avez dit précisément dans un tweet: tant que les influx-voleurs reconnus coupables ne sont pas réellement punis, que les réseaux ne ferment pas leurs comptes, la loi influx-voleur ne sert à rien. Est-ce qu'il vous a répondu? Non, mais j'attendais pas de réponse. De toute façon, j'attends pas grand-chose de lui. Ils ont voté la loi, mais c'est le peuple qui a tout fait. Et ils ont rien fait. C'est-à-dire, depuis le début de votre combat, personne du gouvernement n'a pris contact avec vous, alors que c'est vous qui en êtes à l'initiative. Le maire, il écrit des livres érotiques, donc il n'est pas trop... Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul dans le gouvernement. Mais dites-moi, Bouba, vous avez dit... Le gouvernement, c'est un fiasco, là, en ce moment. Alors, justement, je voulais en parler avec vous. Vous avez dit, c'est la décadence. Vous êtes entre la France et Miami. Effectivement, je voudrais savoir comment vous ressentez ce qui se passe dans notre pays, dans la France. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une espèce de, on le dit, nous on le dit aussi, une espèce de, allez, je ne sais pas si on peut dire décomposition. Il y a quelque chose qui... Décomposition, ouais. Décomposition. Ouais. Que ce soit, je sais pas, du Marlène Schiappa,
Il y a rien qui va. Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Enfin, c'est un pays qui... À la télé, des pédophiles condamnés à la télé, des gens dans la rue, Marlène Schiappa sur Playboy, c'est de sanctionner la Russie alors que c'est même pas notre guerre et que ils sont complètement à la ramasse. Il n'y a rien qui va. Pour moi, il n'y a rien qui va. L'économie, Macron qui va en Algérie demander du gaz. Qu'on lui donne pas d'ailleurs. Et ça a été donné aux Italiens. Non, bah bien sûr. Ouais. Tout est lunaire pour moi. Ouais. J'ai 46 ans, je suis pas si vieux que ça, mais j'en ai vu des présidents passer, des gouvernements. Ça n'a pas toujours été parfait, loin de là, mais là, c'est vraiment chaotique. Vous voulez dire le niveau baisse, quoi. Le niveau baisse, c'est ça. Le niveau baisse, le niveau intellectuel. C'est pas un gouvernement, ça peut pas aller. Ouais. Et on se demande où on va arrêter cette chute. Enfin, mais je voulais savoir, effectivement, aujourd'hui, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit après, vous avez dit ça se revend une page Twitter. Vu que le combat est terminé, je pense que je vais me prendre un petit billet et filer à l'anglaise. En vrai de vrai, Twitter, ça pue la merde. Mais Booba, depuis qu'Elon Musk l'a pris, peut-être ça pue un peu moins la merde, non? Non, mais c'est façon de parler. Moi, j'ai jamais été vraiment sur Twitter. Là, je suis actif sur Twitter seulement, enfin, principalement pour mener ce combat parce que c'est là que ça se passe. Ouais. Et sinon, vous n'êtes pas là-dessus. C'est pas votre truc, quoi. Pas vraiment. Et puis franchement, ça m'a fatigué ce combat. Mais c'est-à-dire que ce combat, pour vous, vous l'avez terminé, vous lâchez prise là, vous baissez les armes? Non, c'est pas glace prise, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire, oui. C'est ça. J'ai démontré que c'était eux les menteurs, que c'était eux les voleurs. Maintenant, ils ont fait passer la loi. Je fais pas partie du gouvernement, je suis pas payé pour ça. S'ils l'appliquent, tant mieux. Et si, moi, c'était surtout à la base un combat personnel, hein. Parce que quand elle dit aussi que je l'accuse d'avoir envoyé le Mossad. J'ai pas dit ça, j'ai dit le Mossad comme ça pour rigoler. Exactement ce que j'avais dit, mais il m'est vraiment arrivé des péripéties à Miami où j'ai eu une équipe de filature derrière moi, des trackers GPS sous mes voitures, une caméra infrarouge sur mon portail pour surveiller mes entrées et venues. Donc ils ont payé des gens leur but c'était de me faire aller en prison et que je perde ma carte verte et que je sois déporté. Mais qui, selon vous, Je vais pas dire. Moi, je sais qui c'est, mais je vais pas me permettre de dire. Non, en tout cas, il voulait, oui. C'était une lutte. Je sais que ça vient d'eux. Et ce qui m'est arrivé, c'est réel. Je l'ai déjà posté. Et voilà, c'est très grave ce qu'ils ont essayé de faire. Mais ils l'ont même dit à travers des messages interposés que je poste souvent. Donc c'était vraiment, au-delà de que ce soit des escrocs, etc., c'était un combat personnel parce qu'ils ont vraiment voulu me faire du mal. Ouais. C'était la guerre, quoi. C'était en quelque sorte la guerre. Espèce de guerre. Ouais. Ouais. Un mot, Booba, sur un site d'information et d'entraide sur les arnaques en ligne qui ouvre, je crois aujourd'hui, influxdanger.fr. Vous en êtes le parrain. 2 mots sur le fonctionnement de ce site. C'est la même chose, hein. C'est pour recevoir des plaintes et démasquer ces personnes-là pour arrêter qu'elles sévissent. Oui, et en tout cas, il y a du pain sur la planche, hein. Il y a du boulot là. Et oui, influxdanger.fr, chers auditeurs, notez bien ce site qui ouvre aujourd'hui et allez le consulter. Alors dans Pitbull, Booba, l'un de vos chefs-d'œuvre sortis en 2003, vous dites bras levés, tête haute, j'ai rêvé que je mourrais au combat, je veux pas mourir sur scène. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne, clamez-vous effectivement dans cette chanson, dans laquelle vous évoquez aussi la noirceur de votre enfance. On va l'écouter dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Booba, dans un instant sur Sud Radio, on revient tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, je suis copéenne, salle noire, ma génération.
Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. On m'a dit tu as la rage, dégage ou je te pique. Femelle en chaleur, aspire dans les parages, je te nique. J'ai grandi, suis mort en silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs. Pitbull, le plus grand morceau de l'histoire du rap français selon beaucoup de vos fans, Booba. Dans cette chanson, eh bien, vous rendez hommage à votre maman qui vous a élevé seule. Vos parents se sont séparés quand vous aviez 10 ans. On peut dire que vous lui devez tout à votre maman. Vous dites « Ma mère, c'est Jésus-Christ. Elle m'a appris à différencier l'homme et le chien. » Ouais, elle m'a appris à être juste, à être poli. Les bases. Et votre papa, alors, quel papa a-t-il été? Bah, j'ai pas grandi avec lui, en fait. Juste, Booba, pour revenir à votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait, elle faisait... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait longtemps sur les bateaux-mouches, Paris, et ensuite elle était secrétaire, et ensuite elle a fait des ménages. D'accord. Et vous dites qu'elle vous a appris un peu les règles de la vie, enfin les règles, je veux dire des principes de base, quoi. De base, et elle m'a jamais influencé ni dans une religion, ni dans... Ouais. Juste d'être droit, poli, aimable, bosseur, pas pleurnicher pour rien, pleurer que si on a une bonne raison. Ouais. Une bonne... Alors, votre papa est sénégalais, c'est ça? Et à l'âge de 10 ans, eh bien, vous racontez dans des interviews que vous avez eu le premier choc de votre vie. Je vous cite, « J'ai vu Gorée depuis mes larmes sont éternelles, ma rage automatique, mes armes semi-automatiques, dites-vous dans 0.9. » À 10 ans, c'est la première fois que vous alliez dans le pays de votre papa? Ouais, première fois en Afrique, au Sénégal. Votre mère est française d'origine, votre père sénégalais, c'est bien ça, Booba? C'est ça. Et est-ce que ça fait juste, parce que beaucoup de monde, évidemment, est-ce que vous avez senti, est-ce que la double culture, ça a existé pour vous? Quand je dis la double culture, ou bien ça ne se posait pas, absolument pas? C'est-à-dire la double culture. Ça veut dire par là que, par exemple, quand vous parlez de Gorée, vous dites ça a eu un choc Gorée, et est-ce que le choc aussi France, c'est un peu pour d'autres raisons? C'est-à-dire, quand je parle de double culture, Gorée, ça a été une culture très spéciale. Je suis allé aussi à Gorée, on sait ce que ça a été Gorée pour la traite négrière. Et en fait, vous êtes à la fois, et puis vous avez l'histoire de France. Les deux coexistent chez vous? C'est ça que je voulais vous savoir. Ah oui, bien sûr. Mais le choc, quand je suis allé en Afrique pour la première fois, c'est de se dire que de se rendre compte des ravages du colonialisme et de se dire et de voir l'état du pays et de se dire qu'en fait, donc ils sont responsables du colonialisme, de l'esclavage, et ils n'ont rien fait pour réparer. C'est ça qui choque le plus. Et que aujourd'hui, vous dire que oui, c'est le passé, et que c'est l'histoire, et que maintenant tout va bien, alors qu'en fait... Et en réalité, tout ne va pas bien, tout ne va toujours pas bien. Qu'on voit la condition des Noirs en France et qu'on voit la condition de l'Afrique, c'est un désastre. Oui. Mais vous, le racisme, vous l'avez vécu, on peut dire, au sein de votre propre famille. Votre grand-mère maternelle avait du mal à assumer que ses petits-enfants soient métis. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement, enfant? Moi, je l'ai pas su quand on est enfant, on s'en rend pas vraiment compte. Enfin, moi, je le savais pas, je l'ai su après quand on m'a raconté des anecdotes. Quel genre d'anecdotes? Que ce soit mon grand frère qui me raconte comment il est traité par la police au commissariat, qu'on lui dit que sa mère couche avec des singes, ou que mon grand-père ait dû l'emmener une fois au travail parce que ma mère pouvait pas le garder et qu'il l'a présenté comme étant le fils du concierge, des choses comme ça. Mais et quand on est métis aussi, souvent, comme moi j'ai grandi avec ma mère, on se retrouve par exemple à des dîners ou des
des endroits où il y a que des personnes de couleur blanche et qui font pas attention à moi parce que je suis un enfant et j'entends des propos racistes très virulents. Mais dites-moi Oui, juste, là. Bouba, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, ça a changé, en tout cas en partie quand même, là-dessus Ça, je parle de quand j'étais enfant. Ouais, d'accord. Oui, pas maintenant. Pareil, comme je dis dans un texte avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, on parlait pas de noirs. Eddie Murphy, ou quand on voyait des noirs, il n'y avait pas de noirs à la télé. Les seuls noirs qu'on voyait, ils étaient soit éboueurs, soit chauffeurs de bus, ou enfin, ça a évolué. Ouais, complètement. Et heureusement, d'ailleurs, et heureusement. Et il y a une chanson qui parle de racisme. Oui. Alors justement, Bouba, j'aimerais effectivement qu'on écoute donc l'une de vos plus belles chansons qui parle effectivement de racisme, Jimmy. Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité, mais en réalité, contrôle d'identité, violence policière. Jimmy a tout de suite pigé qu'il faudrait niquer les mères. Chez lui il n'y a que Jésus qui est dans l'autre jour. Donc Jimmy prend son revolver, surveille au jour le jour. Il apprend que dans la vie. Très très beau rythme, en plus Sublime. de reggae là. Et le clip, André, le clip est vraiment magnifique, chers auditeurs. Je vous invite à aller sur YouTube pour visionner ce clip qui est vraiment très cinématographique, Bouba. Ouais, très beau clip. Alors j'aimerais qu'on parle du deuxième choc de votre vie. Ce deuxième choc, c'est en 1991, vous l'avez eu à 15 ans, lors d'un échange linguistique de plusieurs mois à Détroit, aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez découvert surtout à cet âge-là? Je me sentais un peu, il y avait plus de, je sentais plus de racisme, je me sentais, je découvrais une autre culture. Voilà, les Afro-Américains. Un peu un mélange un peu l'immigration française, mais 400 ans plus tard, avec des Noirs, avec beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus considérés, même si c'est loin d'être parfait, attention. Non, bien sûr, mais enfin, ils étaient beaucoup plus déjà dans la société. Oui. Oui. Et c'est à cette époque donc que vous avez découvert le gangsta rap aux USA? Non, je connaissais depuis longtemps. Moi, j'ai grandi avec Public Enemy, NWA, des groupes style, les débuts. Donc, j'écoutais ça bien avant. Et qu'est-ce qui vous a conduit justement à faire du rap alors? Au départ, vous étiez danseur de hip-hop plutôt, c'est ça? Pas chanteur Et rien, c'est comme mon combat avec les influx voleurs. Ça m'est tombé dessus. De quelle façon? Non, mais c'est Un ami intéressant. à moi qui faisait du rap, et j'étais toujours avec lui quand chez lui il faisait des sons, il avait des disques, il écrivait, et c'est lui qui s'est mis en tête de m'écrire des textes et de me pousser à rapper. Donc je l'ai fait pour rigoler. Et après, Vous aviez quel âge à l'époque? Vous avez quel âge à l'époque, Bouba? 16-17 ans. 16-17 ans, d'accord. Et ensuite, Ouais. j'ai un instinct de compétiteur, et donc quand j'ai commencé à avoir 2-3 textes et que je me suis comparé à d'autres gens ou à d'autres gars que je connaissais qui rappaient depuis longtemps et que je trouvais que j'étais meilleur qu'eux, ça m'a amusé et j'ai persévéré là-dedans. Et vous, Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez 46 ans, Bouba, c'est ça? Je fais pas d'erreur? C'est ça, on est d'accord. Hein, passé les 40 ans, beaucoup de rappeurs sont inaudibles pour les jeunes. D'ailleurs, une grande partie de votre génération a lâché, on peut dire, l'affaire. Et d'autres comme Rof ou Rimk sont loin de remplir le Stade de France, comme vous l'avez fait avec brio en septembre dernier. Vous, comment vous expliquez votre longévité? Même passer les 30 ans, c'est dur. Hein. Pour un rappeur. Ma longévité, je l'explique, je sais pas. Déjà, il y a le talent. Je travaille beaucoup. Je peux pas parler pour les autres, mais moi, je suis un vrai passionné de musique, donc j'aime vraiment la musique, même avant d'en faire. Donc, je suis jamais, je suis pas de ces gens qui se disent que le rap c'était mieux avant ou la musique c'était mieux avant. J'écoute tout ce qui se fait, je suis dans l'air du temps, je connais tous mes classiques. Je pense aussi que ce qui m'aide, c'est de travailler
et de produire d'autres artistes plus jeunes, faire découvrir des artistes. Du coup, je suis toujours dans une ambiance de travail et de découverte et de recherche d'instrumentaux, de musique. Et je pense que c'est ça qui me tient en forme. Vous écrivez tout, vous écrivez tout, vous composez tout, Booba? Je compose pas la musique, mais j'écris les textes. Mais vous écrivez, mais les textes, c'est tout de vous, enfin, entièrement. 15%, ouais. Ouais. Ah oui. Et votre style, on peut dire qu'il est vraiment unique. Alors c'est vrai que votre rap est violent, mais il est surtout poétique. Écoutons Bitume avec une plume. Mon frère, je voulais la gloire. J'ai eu la guerre, je l'ai faite, y'en aura d'autres, c'est la merde. J'ai dans votre paye car tous paye. Donne-moi la bouteille, je touche pas, me touche pas. Du 9-2, c'est de la tout pas. L'œil de Rocky, les couilles à Rocco. Grand Cherokee et trop de popo dans les propos. Tous dans la nane, pas tous dans la tête, pas. C'est trop tard pour foutre du mascara sur un cocard, je parle mal. Mais j'ai la rétine assassine. Le mal par le mal, sont pour les man. Trop de soucis aussi au mancier, c'est pas nouveau. Ici y'a que des putes, on serre la main à des canons sciés. N'aimant que manier la sciée pour des bifetons. Micro 3, 5, 7 pitons. Violent, depuis les chaînes et les bateaux, je rame. Ouais, la plume dans le bitume. Non, le bitume avec une plume, André. Mais vous savez, Booba, c'est intéressant, vous avez choisi ça, en tout cas ce titre. C'est parce que l'un des plus grands journalistes français de tous les temps, qui est Albert Londres, qui a été vraiment un très 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 grand, enfin, l'ancêtre quand il y avait encore de très grands journalistes, il y en a encore, mais il n'y en a pas beaucoup, il disait que ce qui est important, c'est de mettre la plume dans la plaie. Et c'est ce que, quelque part, vous faites. J'aime beaucoup métis, blanc et noir, je suis tous égaux, je suis tous égaux. Même noir, je pourrais rougir de haine. Et vraiment, il dit, il y a que ma mère qui peut me marcher dessus, car le paradis est sous ses pieds. Et ça, c'est formidable. Voilà, moi je suis un griot, amateur de voiture allemande, essaye pas de me mettre à l'amende, ou tu vas chier par un tuyau. Voilà, ça parle et ça n'a pas besoin de grandes explanations. Le rap, c'est instinctif, ça parle de la vie, c'est ce que je ressens. La vie, elle est cruelle, elle est brutale. Il n'y a pas que, mais le monde, il est violent. Donc, le rap, c'est parti. Il y a de la poésie, mais vu que ça parle des gens, de ce qu'on ressent, c'est souvent violent, mais pas que. Ça vous vient rapidement, ça vous vient facilement, les mots? Ouais, enfin, facilement. Je veux dire par là que, par exemple, pour vous écrivez un rap, il vous faut beaucoup de temps, ou bien ça peut revenir très vite, en quelques heures, ou ça prend beaucoup plus de temps. Je prends souvent mon temps. Ça aide aussi, ce que je reproche à beaucoup de jeunes artistes, ils prennent pas le temps ils vont au studio, ils pensent être des génies et pouvoir faire un chef-d'œuvre en une soirée, ce qui est faisable, mais moi ça m'arrive rarement. Mais souvent, je prends le temps et de temps en temps, j'ai des moments d'extra-lucidité et je peux être inspiré et écrire un texte en une nuit. Ouais. Et c'est pas sur commande. C'est pas sur commande, bien sûr. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que vous abordez beaucoup l'actualité, ce qui fait aussi votre succès. Vous ne racontez pas votre dernière soirée au Macumba de Clermont-Ferrand ou autre, Booba, comme d'autres rappeurs. Non, mais moi, je m'intéresse. Déjà, j'ai beaucoup voyagé. Je m'intéresse aux gens, à l'humain. J'ai une sensibilité, il y a des choses qui me touchent, des choses qui m'insupportent. Et mon rap, c'est tout ça. Donc. Et la preuve, c'est que vous êtes... Et vous restez, Booba, en tout cas, le plus grand clasheur de l'histoire du rap. Depuis des années, vous êtes en conflit avec vos rivaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la maturité, vous êtes toujours prêt à prendre tous les risques pour être vainqueur? Parce que vous, un combat, vous sortez obligatoirement vainqueur, pas vaincu. Ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut dire en termes galants, est-ce que demain vous recommenceriez à avoir une bagarre à Orly avec Caris ou quelqu'un d'autre? Passant par la casse-prison, voilà. J'éviterai. Hein. Ouais. Je vais éviter. Orly, j'ai pas pu faire autrement, entre guillemets. Mais c'est pas mon objectif dans le futur. Mais les clashs, c'est aussi, je suis dans beaucoup de clashs, c'est aussi dû à ma longévité. Ah ouais. Je suis là tellement longtemps que j'ai beaucoup d'adversaires à affronter.
Ouais. Ils se disent comment il est encore là, il faut le dégommer, c'est ça. Mais Booba, moi je vous suis sur Twitter et vous êtes quand même addict au clash. Gims, c'est votre tête de turc depuis quelques semaines, vous ne le lâchez pas. Vous savez ce qu'il a fait, Gims? Non. Il a invoqué Allah pour ma destruction. Ah, carrément. D'accord. Parce que vous voyez en surface, mais c'est des gens très farfelus. Des gens très malsains. Ah ouais, j'ai déjà posté l'audio, là, en audio, qui dit qu'il a invoqué Allah pour ma destruction, qu'il a demandé mon anéantissement, et qu'il allait, qu'au Maroc, c'était chez lui, qu'en Afrique, c'était chez lui, que quand j'allais atterrir, il allait me faire du mal, etc., etc. Donc moi, quand on m'attaque comme ça, après, bah ouais, moi, je te lâche plus je vais l'exterminer, lui. Mais pourquoi il voue une haine? Si je te croise à un aéroport, il se peut que j'aille en prison. Ouais. Lui, particulièrement. Avec lui, ça peut recommencer comme à Orly. Hein. Je suis pas pour la violence, mais des fois, la violence est nécessaire. Je suis désolé. Eh oui, non, mais c'est vrai que ça dépend des circonstances et de qui fait quoi, on est bien d'accord. Alors Booba, quand Panthéon, votre deuxième album, est sorti, vous avez dit, nous les rappeurs, on pourrait avoir notre place au Panthéon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous revendiquez toujours cela? Non, c'est plus une image. Ouais. Ce serait la consécration ultime. Non, pas du tout. Je sais même pas qui est au Panthéon. Ouais. En tout cas, le couronnement de votre carrière, Booba, vous l'avez eu au Stade de France le 3 septembre dernier devant 80 000 spectateurs. Vous êtes le premier rappeur français à l'avoir rempli. Et le moment le plus émouvant, je dirais, de cette soirée, ça a été quand votre fille Luna est venue sur scène interpréter cette sublime chanson que vous lui avez donc dédiée. On va l'écouter dans un instant sur Sud Radio. On parlera aussi du Maroc. Vous avez évoqué le Maroc tout à l'heure. Et on parlera effectivement de ce concert qui a été annulé le 21 juin. Vous nous expliquerez pourquoi. Alors restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Si je te vends mon âme, je te la vends dans l'état. La vie n'est qu'une escale, fils de putain, vole-toi. Avant que t'appelles au secours, l'honneur on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Brochette, mouton, t'es noir, place à mes lèvres. Y'a pas de piston, t'es noir sur le Beretta. Très jolie, très jolie chanson, vraiment sur petite fille. Oui. Cette petite fille, c'est effectivement la petite fille de Booba qui a 8 ans et qui s'appelle Luna. Elle est vraiment sublime, cette chanson Booba, comme plusieurs de vos titres. Alors revenons sur l'annulation de votre concert qui devait avoir lieu à Casablanca au Maroc. On vous reproche d'avoir tenu des propos dégradants envers les femmes marocaines. Parmi vos titres décriés, il y a Éléphant, où vous dites petite marocaine se tape Berlusconi, en référence... Il est mort, Berlusconi, arrête, il est mort. Eh oui. Il est mort hier. En référence donc à une Marocaine surnommée Ruby qui avait donc participé aux fameuses soirées Bunga Bunga. Voilà, autre morceau qui pose problème apparemment. Pardon ? Rien de dégradant là-dedans. Non. C'est ce l'effet. Eh oui. Et autre morceau effectivement qui pose problème apparemment, c'est Génération Assassin. Vous dites je vais à la chicha que pour les beurettes. Qui est à l'origine de ce boycott, Booba ? C'est Maes. C'est de l'hypocrisie pure et dure. Ces morceaux étaient déjà sortis. J'allais déjà à Mawazine devant 100 000 personnes à Rabat. Donc là, c'est une propagande de Maes Maître Gims. Maes qui, je le rappelle, a collaboré avec moi sur 4 ou 5 morceaux et qui me reproche aujourd'hui ces paroles-là, sachant que ces paroles-là étaient déjà sorties avant qu'on collabore ensemble. C'est des chansons qui chantent à tue-tête. Et maintenant, vu qu'il est en clash contre moi, il a tenté une propagande. Maître Gims a des contacts au Maroc. Donc en fait, ils ont fait une mini-propagande Twitter, Internet, mais ça reflète aucunement le Maroc et les gens du Maroc. Quand on va au Maroc, on est très bien accueillis et on a fait de multiples concerts au Maroc. Oui. Donc voilà. Et il y a le parti d'opposition islamiste Justice et Développement qui a réclamé l'annulation de votre concert aussi. Comment vous la vivez, cette sanction ?
Je la vis bien. Qu'est-ce que vous voulez? Si je suis pas le bienvenu ou s'ils ont réussi un coup, c'est de bonne guerre. Oui. Non, bien sûr. Mais est-ce que vous avez des problèmes avec Booba, avec vos chansons, parce qu'elles parlent de tout, etc., avec les intégristes de tous bords, les gens, est-ce que vous avez des problèmes, quand je dis des problèmes, des gens qui... Parce que, il y a beaucoup de gens qui adorent vos chansons, et ça on le sait, et puis il y a des gens qui aiment pas, sur le fond. Est-ce que vous avez eu des manifestations d'intégristes, tout ça, qui disent, non, mais Booba, ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Ma musique plaît ou elle plaît pas, mais j'ai jamais eu de réel problème. J'ai jamais été attaqué en justice. D'accord. On m'a jamais épinglé pour mes paroles. D'accord. Vous avez jamais eu de procès là-dessus ou quoi que ce soit, hein? Rien. Ouais, c'est bien. J'aimerais qu'on parle de vos rêves, Booba, parce que vous en avez parlé plusieurs fois dans les interviews. Vous avez 2 grands rêves, alors aller dans l'espace avec Elon Musk et rencontrer Poutine. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous fascine chez le président russe. Racontez-nous. C'est pas que chez le président russe, c'est que ça peut être Poutine, ça peut être Jules César, ça peut être Napoléon, ça peut être Gengis Khan, Attila, Ablai Khan. En fait, j'ai une fascination pour les empereurs. Ah ouais. Bon, les grands hommes de pouvoir, quoi. Ça. Voilà. Ouais. Sans dire que c'est bien ou mal, parce que forcément, qui dit empereur dit beaucoup de morts et de guerres, mais j'ai une fascination pour, je sais pas, leur stratégie, leur détermination, leur accomplissement. Je sais pas, quand on regarde, par exemple, la bataille d'Alésia, quand Jules César passe vers Vercingétorix, c'est incroyable en termes de stratégie, en termes de déplacement, d'accomplissement, ce qu'ils étaient capables de faire et de mettre en œuvre. Ça me fascine, voilà. Les grands hommes, c'est vrai. Et ils sont... Vladimir Poutine, je le vois comme ça. Ouais. Et beaucoup ne le voient pas comme ça et ne se rendent pas compte à qui ils ont affaire. Et ils se mettent complètement le doigt dans l'œil. Et Elon Musk, quelque part aussi? Non, Elon Musk, pour moi, c'est un troubadour. J'ai aucune confiance en lui. Ah, d'accord. On verra bien s'il fera du rap un de ces jours, mais je pense pas. Il veut nous implanter des puces dans le cerveau, donc je suis pas pro Elon Musk. Booba, malheureusement, on est à la fin de cet entretien. Dans 50 ans, selon vous, qu'est-ce qu'il restera de Booba? Le roi de la punchline, le bad boy ou le pirate? Des ossements, j'ai envie de dire. Mais la piraterie n'est jamais finie, Booba. Jamais finie. Elle vivra à travers d'autres pirates. C'est très bien, effectivement. Et vive les grands cimetières sous la lune où on a des poètes qui sont là. Voilà. Eh oui. C'est vous. Booba, c'était un immense plaisir de vous recevoir sur Sud Radio. Chers auditeurs, je vous recommande son livre, Le bitume avec une plume, un puzzle de mots et de puis pensées. d'écouter les de musiques, Booba. les disques. Effectivement, ce livre sublime restera dans les annales. Il est paru chez Gallimard. Effectivement, écoutez Booba, écoutez effectivement ses mots, écoutez son style, écoutez ses clips sur YouTube. Effectivement, une écriture cinématographique qui émeut. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaie.